Vendredi 3 décembre 1784. Nous partions pour Marseille où nous arrivions à 3 heures de l'après-midi et descendions chez Madame Martin, hôtel de Londres, situé sur le port. On nous loua une salle à manger, 4 chambres à coucher et une petite cuisine fort propre, à raison de 40 livres pour la saison d'hiver, c'est-à-dire 4 mois, et si cher que ce fût, la maîtresse de l'hôtel ne voulut jamais baisser son prix. Marseille, sur la Méditerranée, est très commerçante. Son bassin contient environ 600 navires à l'abri du vent. Le demi-cercle du port au midi, toujours chaud et propre, est constamment encombré d'une foule bigarrée de toutes nations. Les bâtiments peuvent atterrir presque au pied des hautes maisons, appartenant généralement aux armateurs et construites sur le port. Au rez-de-chaussée sont des boutiques où se vendent les marchandises les plus disparates. À l'opposé, sur le haut d'une colline, se trouve un couvent d'où l'on aperçoit non seulement la ville, le port et 4 ou 5 îles, mais ces nombreuses petites maisons de campagne appelées bastides. Un homme, au gage des riches négociants de Marseille, demeure dans une des îles. Aussitôt un navire en vue, il doit hisser le drapeau de la nation à laquelle il appartient. Le cours est planté comme à Aix. Les voitures ne peuvent circuler au milieu, mais doivent longer sur le pavé, les maisons ayant presque toutes des magasins bien fournis. On circule dans l'allée du milieu, entre 2 rangées d'échoppes, remplies de jouets, de fruits, de vieux habits, de chiffons, de chaussures, etc. Et il n'est pas rare d'y voir côte à côte de la gaze, des rubans, des étoffes, de la ferraille, du fromage, des cordages, du goudron. À une des extrémités du cours se tient une vieille femme vendant à bas prix des figures de cire représentant saint Benoît, image tenue en grande vénération et renfermée dans une petite boîte en forme d'armoire, des chapelets, des cierges, des peintures religieuses. Les 10 objets sont bénis et préservent des maladies, des accidents, des dangers sur terre et sur mer. Le cours se termine à l'autre bout par le marché aux fleurs, et malgré cette saison, il a toute l'apparence d'un jardin au mois de mai dans nos pays. Les promenades publiques sont sacrées. Il n'en est pas de même ailleurs, car dans les plus belles rues, on jette tout par les fenêtres. Il est à craindre que l'on ne porte pas remède à cette incommodité, le peuple considérant les matières salines comme souveraines contre la peste. La cathédrale, très ancienne, fut, dit-on, d'abord un temple dédié à la déesse Diane. Mais on y a tant ajouté et on l'a tant modifié qu'à l'extérieur seulement, on se représente la forme carrée primitive. Elle est sombre et humide. Il faut descendre plusieurs marches pour y entrer et il semble qu'on pénètre sous une voûte. Au fond, une petite chapelle dédiée à la Vierge est peinte en imitation de marbre, peinture souvent répétée dans les églises, et décorée de feuillages grossièrement dorés. Sur l'autel, la statue de la Vierge en cire de grandeur naturelle, richement habillée. Le premier jour de notre arrivée à Marseille, le beau temps nous engagea à entreprendre une promenade en bateau au milieu des navires amarrés dans le port. À peine étions-nous installés que je fus assez souffrante pour garder la chambre pendant 15 jours. Monsieur Cradock attrapa un gros rhume et le docteur Fischer eut une attaque de jaunisse, de sorte qu'en réalité, pendant les 3 premières semaines, nous n'eûmes d'autre occupation que de nous soigner mutuellement. Pourtant, le jour de Noël, je voulus assister à la messe de minuit. À côté de notre hôtel se trouvait un couvent. J'y allais avec le docteur Fischer. L'église était pleine, mais si mal éclairée que nous distinguions difficilement l'autel. Les murs tendus de damas rouge et ornés de candélabres d'argent lui donnaient un aspect de salle de bal. Bientôt entrèrent 6 prêtres, richement vêtus, précédés de 12 enfants de chœur. Ils firent 3 fois le tour de l'autel, et puis commença l'office. Le bruit et le bavardage des assistants couvraient la voix du prêtre, et il était impossible de rien entendre. On se disputait les places, on en discutait le prix, quelques-uns éteignaient les cierges, les autres les rallumaient. Enfin, pour mettre le comble au scandale, quand le prêtre entonna le Gloria in excelsis, une voix, partant du bas de l'église, se mit à fredonner l'air de Marlborough. Je sortis indigné. Malheureusement, il paraît que des scènes semblables se reproduisent fréquemment aux messes de minuit.
On m'assura qu'une cérémonie assez étrange eut lieu cette nuit-là à la cathédrale. Pour rappeler la naissance de notre Seigneur, une femme fit le simulacre d'une femme en couche, l'enfant Jésus étant représenté en cire. Le matin du jour de Noël, grande procession dans les églises et au dehors. L'après-midi, jeux, divertissements, petits spectacles, combats de taureaux. Le jour de l'an se passe de même. Samedi 8 janvier 1785. À 11h, M. Cradock, le docteur Fischer et moi montions jusqu'au fort contempler la mer. Elle était très agitée et le vent soufflait violemment. Nous n'atteignîmes le sommet de la colline qu'avec grande difficulté et, une fois arrivés, je ne pus m'y maintenir que soutenu par mes 2 cavaliers. De là, nous allâmes visiter l'hôtel de ville, beau bâtiment situé au milieu du port. On entre au rez-de-chaussée dans une immense salle servant à la fois de chambre de commerce et de bourse. Sur une tablette suspendue au mur, on voit tracées les routes conduisant à chaque nation. Au-dessus de cette salle sont celles affectées aux tribunaux, aux cours de justice, etc. Quelques bons portraits, entre autres ceux du roi de France actuel et de son frère Monsieur, ornent la plus grande. Ensuite, nous nous dirigeâmes à l'extrémité du port vers la maison de santé, ainsi nommée parce que dans ce bâtiment, dont un des côtés touche littéralement à la mer, on doit déposer toute lettre, paquet ou bagage quelconque provenant d'un vaisseau arrivant d'un endroit contaminé par la peste ou autre maladie contagieuse. On ne les délivre que dans un certain nombre de jours et après des fumigations de vinaigre réitérées. Alors même les lettres ne sont remises que par des facteurs attachés à l'établissement. C'est de là aussi que sont délivrés des certificats de santé à ceux partant ou débarquant. Nous admirâmes au secrétariat un magnifique tableau, Saint Borromée guérissant les pestiférés de Marseille. Le saint est représenté sur le port, adressant sa prière à la Vierge Marie qui apparaît au milieu des nuages. Autour de lui, des malades et des mourants, dont le peintre a su rendre l'expression de souffrance. À 4h, nous rentrions chez nous, heureux d'être à l'abri du vent froid qui n'avait cessé de souffler. Dimanche 9 janvier. Parti à 4h pour un concert. Peu de monde. Signor Lucrezia a du talent. Avant 6h, tout était terminé. Mercredi 12 janvier. Après avoir été rendre quelques visites dans la matinée, M. Cradock et le docteur Fischer vinrent me chercher pour aller au couvent de Notre-Dame de la Garde. Bâti sur une haute montagne, il commande la plus belle vue qu'on puisse rêver. L'ascension en est assez difficile. À certains endroits, on a taillé des marches dans le roc. Dans d'autres, les cailloux roulent sous les pieds. Mais il n'existe pas de danger réel et on est bien dédommagé de ces peines. Du haut de la tour, la vue est magnifique. À droite, on découvre la mer et 3 petites îles, au milieu desquelles naviguent bateaux, barques de pêcheurs et grands navires. Du côté de la terre apparaît Marseille, qui semble toute petite, et ses environs parsemés de jolies bastides. Nous restâmes pendant une demi-heure à jouir de ce coup d'œil exceptionnel, et nous étions de retour à 4h. Samedi 14 janvier. Monsieur Blanc, mon friseur, est venu ce matin. Dans la soirée, étaient avec la duchesse d'Argyle et Lady Derby voir Blaise et Babette. La pièce mal interprétée, les acteurs mauvais, sauf la jolie madame Ponteuil qui chante et joue bien. La représentation se donnait à son bénéfice. Aussi la salle était-elle suffisamment éclairée, ce qui n'est pas ordinaire. Ce théâtre est vieux, grand et sale. 4 loges seulement peuvent se louer et encore, pour y arriver, il faut remplir tant de formalités qu'on préfère y renoncer. Ce soir, il y avait foule, et la chaleur était si insupportable que nous sortîmes avant la fin. Lundi 17 janvier. À 8h du matin est arrivé mon friseur, et dans la soirée, j'allais au concert. Nombreuses sociétés, chanteurs assez bons. Le chœur était composé de 8 femmes, 10 jeunes garçons et 4 hommes. Madame Ponteuil, première chanteuse, et dont la voix paraît encore meilleure dans un salon qu'au théâtre, a été fort applaudie. Jeudi 20 janvier. J'ai passé une mauvaise nuit.
Mais comme c'était aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de M. Cradock, j'ai voulu paraître gai. Je lui ai même offert un bouquet, me conformant en cela à l'habitude française. Lady Derby m'invita à l'accompagner au théâtre, mais j'ai refusé. Le docteur Fisher est allé lire les journaux et nous a rapporté les nouvelles. Dimanche 23 janvier. Été à l'abbaye de Saint-Victor. On s'y fait conduire en bateau. Cette abbaye, située sur un roc, fut fondée en l'an 109. C'est une des plus anciennes églises de France et une des plus riches. 200 monastères en dépendent. Sous l'église du couvent, on descend dans une crypte contenant plusieurs antiquités romaines et quelques beaux monuments. On nous montra, creusée dans le roc, une grotte où, dit-on, Sainte Madeleine fit pénitence pendant 7 ans. Nous vîmes aussi le trésor. Calice, crucifix, ornements, en argent, enrichis de pierres précieuses et, entre autres curiosités, un morceau d'albâtre de 2 pieds carré fixé dans le roc comme une fenêtre. Si on place une lumière derrière, on le voit transparent. On peut même y distinguer une inscription écrite dessus. Revenu dîner à 4 heures. Jeudi 27 janvier. À 8 heures ce matin est venu mon friseur. À 6 heures, je partais avec le docteur Fisher et quelques amis voir Didon à l'opéra. Pas une place vide. Tous les acteurs mauvais, excepté Madame Ponteuil. La douceur de sa voix, la noblesse de son jeu dans le rôle de la reine, et tout à la fois son air simple et sans prétention, lui acquirent les sympathies du public. Au dernier acte, par malheur, on renversa un autel éclairé au moyen d'esprit. Le liquide se répandit et la flamme atteignit la robe de gaze d'or de Madame Ponteuil. On interrompit la représentation et des spectateurs, croyant le feu au théâtre, voulurent sortir. Il s'ensuivit une vraie panique. Dans leur hâte de se sauver, plusieurs personnes furent blessées. Le docteur Fisher, voyant que dans cet accident la foule était seule à craindre, m'engagea à rester à ma place jusqu'à ce que tout danger eût disparu. Peu de temps après, nous sortions tranquillement et rentrions chez nous à 8 heures. Lundi 31 janvier. À 11 heures, j'allais avec le docteur Fisher et la duchesse d'Argyle visiter une manufacture de corail, la seule de ce genre dans tout le royaume, fondée en 1781. Le contremaître aux appointements de 1800 livres est un Français, mais sort de la manufacture de Livourne, ainsi que plusieurs autres ouvriers. On compte environ 80 navires, appartenant surtout à la compagnie africaine, employés à la pêche du corail sur les côtes de la Méditerranée, particulièrement sur celle de Barbarie. La pêche dure toute l'année, mais selon les saisons, la qualité du corail diffère et elle est plus ou moins fructueuse. La manufacture occupe ici 320 ouvriers et 170 dans un autre bâtiment à 3 lieues de Marseille, quoique de même dépendance. On emploie des enfants et surtout des femmes, comprend à tout âge. Selon leur habileté et leur talent, on les paie depuis 2 livres 10 sous jusqu'à 5 et 6 livres par jour. Le poli du corail s'obtient au moyen d'une petite meule tournante de la grandeur d'une assiette. Les perles se font toutes à la main. On les perce avec une aiguille anglaise fixée à cette intention à une machine. Le contremaître nous assura que les aiguilles anglaises seules pouvaient percer les perles, l'acier anglais étant le mieux trempé. On les perce avant de les polir. Il y a 200 différentes teintes. On évalue le corail d'après ces teintes, la grosseur ou la pureté. On nous montra un magnifique collier valant 3400 livres. Il se composait de perles de la grosseur d'une petite bille, puis un autre très curieux dont les perles étaient taillées à facettes comme des diamants. L'année dernière, en 1784, on vendit à l'empereur de Chine au prix de 10 000 livres un seul corail d'une grosseur extraordinaire. La manufacture de Marseille travaille surtout pour l'Orient et les Indes, où les bijoux de corail sont les plus estimés. Dans cette visite, je ne regrettais qu'une chose, c'est que nous étions trop nombreux, ce qui m'empêcha de demander des détails que j'aurais été envieuse d'avoir. De retour à 1 heure. Mardi 1er février. Aujourd'hui, temps très froid. Il a même neigé, ce qu'on n'avait pas vu ici depuis 5 ans. Dans la soirée, j'ai été au théâtre avec Lady Derby et sa sœur, Lady Augusta Campbell,
toutes deux charmantes et fort aimables. Mercredi 9 février. Après dîner, nous avons été à la plaine Saint-Michel, où il est d'habitude aujourd'hui, mercredi des Cendres, d'enterrer Carnaval. Tous les Marseillais s'y donnent rendez-vous, les uns en voiture, quelques-uns à cheval, d'autres à pied. Beaucoup de gens masqués ou déguisés, des femmes en hommes, des hommes en femmes. Il y a des tentes, on boit, on chante, on danse jusqu'à la nuit. Mais alors tout le monde se disperse et chacun rentre chez soi commencer le carême. Vendredi 11 février. Été à un concert. Musique sérieuse qui n'avait attiré presque personne. Nous étions en tout 4 dames. Madame Ponteuil a chanté avec beaucoup d'expression. Le dernier acte se composait de fort beaux chœurs d'église, paroles en latin. Mais ici, tel est le peu de goût pour les choses graves, qu'il ne restait pas 100 personnes dans la salle pour les écouter. Quant à nous, nous fûmes contents de notre soirée terminée à 9 heures. Jeudi 17 février. Dans la matinée, M. Cradock, le docteur Fischer et moi allâmes visiter l'observatoire, admirablement situé, et d'où l'on jouit d'une vue splendide, variée et très étendue. Devant soi, le port, les navires, le bassin où ils sont à l'abri, l'abbaye de Saint-Victor. À gauche, Notre-Dame de la Garde, la ville entière et la campagne bordée par les montagnes. À droite, l'arsenal sur un roc baigné par la Méditerranée qui s'étend à perte de vue jusqu'à l'horizon. La plupart des meilleurs instruments employés ici viennent d'Angleterre. Une des petites salles sert de cabinet d'histoire naturelle, mais ne renferme guère que des coquillages et des plantes marines trouvées sur les côtes de la Provence. Quelques-uns sont fort curieux. Nous revenions dîner à 4 heures. Dimanche 20 février. Dans l'après-midi, j'allais avec le docteur Fischer au petit spectacle, ainsi appelé parce que tous les acteurs sont des enfants. On donnait le déserteur, et un petit garçon de 10 ans remplit d'une façon surprenante le rôle de l'officier ivre. On donna ensuite le combat et la mort de Marlborough, le tout en patois provençal, fort au goût des spectateurs qui l'applaudirent avec frénésie. Lundi 21 février. Était dans la soirée à un concert. Le premier acte venait de finir lorsque Lady Derby, sa sœur Lady Campbell et toute une société vinrent nous rejoindre. Lady Derby est gaie et aimable, mais j'aurais presque désiré qu'elle fût plus silencieuse, car tandis que mademoiselle Chiffanella chantait, elle ne cessa de parler à nous en anglais, à d'autres en français et enfin en allemand avec le docteur Fischer. Cette animation et ces magnifiques bijoux attirèrent les regards de notre côté, et j'avoue que je ne fus pas fâché de voir terminer le concert. Elle nous engagea à l'accompagner au théâtre le lendemain. De retour à 9 heures, M. Cradock et le docteur Fischer furent au café lire les journaux, mais revinrent bientôt, aucun journal n'étant arrivé. Mardi 22 février. Dîner à 3 heures. Ensuite, je m'habillais et à 5h30, je partais au théâtre avec le docteur Fischer. Une dame et quelques messieurs y étaient déjà. Lady Derby, Lady Augusta Campbell et M. Cradock n'arrivèrent qu'à la fin du premier acte. Notre loge était si pleine qu'assis ou debout, on était mal à l'aise. Lady Derby paraissait ce soir d'une humeur moins gaie que la veille, et tout le monde s'en ressentit. On donnait pour la première fois à Marseille le Barbier de Séville, de Paisiello. Aussi la salle était-elle comble, et il y faisait une chaleur étouffante. Nous sortîmes enchantés de la représentation. Jolie musique et bons acteurs.